cette question est ambiguë dans la mesure où nous ne voyons pas très bien ce qu'il faut entendre par société. En effet, cette problématique peut être posée sur le plan de la vie politique, les élus sur le plan de la vie civile, les associations ou même professionnels, les syndicats. Et dans tous ces cas de figure, il s'avère que la confiance des citoyens en ses représentants est manifestement en forte baisse et que ces derniers, les représentants, quel que soit leur mode de désignation, sont généralement considérés comme poursuivant plutôt leurs intérêts propres que ceux de leurs mandants. Alors la tendance serait donc de répondre à cette question, nous ne faisons confiance qu'à nous-mêmes. Cette question, elle présuppose que les citoyens sont d'accord pour continuer à être gouvernés par un système politique représentatif, notamment en matière législative. Or, ce n'est pas le cas, car beaucoup d'entre eux songent aujourd'hui à remplacer le système de démocratie représentative actuel, avec lequel la loi est élaborée par un nombre restreint de personnes, songent à le remplacer par un système de démocratie directe dans lequel le peuple est la source principale de la loi, voire la source unique. Ce système de démocratie directe serait d'ailleurs pas contraire à l'esprit de la Constitution actuelle, qui affirme dans son article 3 que la souveraineté appartient exclusivement au peuple. Alors, dans l'hypothèse où nous serions contraints de rester dans un système où la loi continuerait à être faite par des représentants élus, il conviendrait alors que ces élus soient exempts de tout soupçon de corruption, délits d'initiés, complicité avec les multiples lobbies catégoriels qui, comme nous le savons tous, sont les principaux vecteurs de l'initiative législative. Malheureusement, ça paraît tout à fait impossible, compte tenu de la toute-puissance de l'argent et du profit dans notre société. On ne voit donc pas ce qui pourrait être de nature à renouer ce lien entre les citoyens et leurs élus, lien qui existait effectivement avant que notre société ne bascule irrémédiablement dans la religion unique de la poursuite du gain financier. En résumé, faire confiance à des élus suppose qu'on fasse au préalable confiance à un système électif dans lequel ceux qui font les lois sont des professionnels rémunérés par l'argent public. Et cette équation, elle choque de plus en plus les citoyens qui souhaiteraient que les lois puissent être faites d'abord par ceux qui sont amenés à les subir, et sans que ceux-ci soient rémunérés pour les faire. En résumé, nous dirons que la loi ne doit pas être faite par des gens payés pour la faire. Le non-cumul des mandats électifs doit être absolu. Le fait qu'un individu puisse cumuler à la fois une fonction d'élaboration de la loi générale, député, et une fonction de gestionnaire d'une collectivité territoriale, maire ou conseiller régional, ça relève manifestement d'une violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans le sens où ce dispositif installe ce système, une confusion des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Une élection ne doit pas être une usine à gaz. Sinon, le citoyen ne comprend plus pour qui et pourquoi il vote. Dans toute élection, l'enjeu et le choix doivent être clairs, sinon il y a un risque de brouiller encore un peu plus les cartes du jeu politique. De ce point de vue, si nous comprenons bien que l'élection présidentielle se déroule selon un dispositif relativement clair, nous constatons par contre que ce n'est pas le cas pour les élections législatives et encore moins pour les élections municipales. Le scrutin majoritaire, à deux tours de ces deux types d'élections, conduit à asseoir un régime oligocratique, c'est-à-dire un régime qui donne le pouvoir à une minorité restreinte qui, par la magie du calcul et du découpage électoral, devient alors une majorité inamovible. Cet artifice antidémocratique doit être abandonné, doit être dénoncé et abandonné au profit d'une représentation réelle des courants politiques de la nation. Cette option ne peut devenir réalité qu'à deux conditions substantielles. Premièrement, instaurer la proportionnelle intégrale
Et deuxièmement, rendre effectif l'application de l'alinéa 3 de l'article 4 de la Constitution qui garantit à tous les partis politiques, quelle que soit leur importance, l'accès à une libre expression. L'application de ce deuxième point signifierait par exemple la garantie pour tout mouvement politique, quel qu'il soit, d'obtenir un libre accès aux canaux de diffusion médias publics et spécifiques, notamment télévision, radio, presse, internet, et ce pendant des tranches horaires dédiées. L'objection bien connue, selon laquelle une Assemblée nationale élue selon un système à la proportionnelle intégrale serait ingérable, cette objection est sans objet dans la mesure où la question, c'est pas de savoir si une assemblée est gérable, mais si elle est représentative. Le discours sur la gérabilité de l'Assemblée nationale est typique d'un pouvoir exécutif qui souhaite avoir une assemblée législative soumise à sa propre volonté, à sa botte, afin qu'elle soit contrainte d'approuver sans sourciller les lois qu'il sera amené à proposer lui-même. Les arguments généralement invoqués pour rejeter l'idée que la proportionnelle intégrale ne me paraissent pas recevables, aussi bien pour ce qui concerne le rôle législatif de l'Assemblée nationale que pour ce qui concerne son rôle de contrôle du gouvernement. Dans le domaine législatif, il apparaît clairement qu'une absence de majorité causée par la représentation proportionnelle pour soutenir tel ou tel projet de loi conduirait effectivement à ce que la loi envisagée ne soit pas votée. Et alors, loin de nous sembler constituer un problème, cette situation témoignerait tout simplement du fait qu'il n'existe pas de majorité populaire pour cette loi et qu'il est donc normal, d'un point de vue démocratique, que cette loi ne soit pas votée. Nous ne voyons rien ici d'ingérable, sauf à considérer que toute loi proposée par l'exécutif doit être automatiquement votée par une majorité parlementaire acquise à lui, par avance et par définition. Dans le domaine des rapports entre le Parlement et le gouvernement, cette fois, c'est le titre 5 de la Constitution, l'absence d'une majorité prédéterminée peut rendre difficile, plus difficile, l'exercice de la motion de censure, par exemple, dans certains cas. Et alors, au contraire de le favoriser dans d'autres cas. Mais on ne peut pas dire que se prononcer à l'avance sur le fait de savoir si ça va être une bonne ou une mauvaise chose pour le fonctionnement des institutions. Signalons enfin que l'immixtion de l'exécutif dans l'élaboration de la loi, auquel il convient d'ajouter le pouvoir discrétionnaire dans le domaine réglementaire, établi par l'article 37 de la Constitution, sont au contraire tous les deux à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme qui indique que toute nation dans laquelle la séparation des pouvoirs législatifs et exécutifs n'est pas assurée n'a pas de constitution. L'instauration de la proportionnelle intégrale, sans régler totalement ce problème constitutionnel, bien connu, contribuerait toutefois à l'atténuer. La question du nombre des parlementaires est un faux problème, sauf à ne considérer que l'aspect financier de la chose. De ce point de vue, le coût annuel du fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est environ 800 millions d'euros, ce qui signifie qu'une économie annuelle de 250 millions d'euros serait réalisée si la diminution proposée par la réforme constitutionnelle était appliquée. Ce chiffre, il est particulièrement dérisoire si on le compare aux 50 milliards consacrés au remboursement de la dette, et cette proposition apparaît encore plus comme une opération de communication destinée à faire croire à la bonne volonté du gouvernement, à faire des économies, que comme une alerte salutaire face à la réalité d'une charge financière devenue, par exemple, trop lourde pour le pays. Le prétexte de l'économie financière étant écarté, on ne voit vraiment pas quel serait l'avantage pour le citoyen d'être représenté par moins d'élus législatifs. Alors on pourrait avancer un argument indiquant qu'il serait possible de réunir Assemblée nationale et Sénat dans le seul palais Bourbon si le nombre total du Parlement était inférieur à 577. Cet argument rejoint le premier
en matière d'économie, mais paraît tout à fait négligeable eu égard à l'importance du rôle que doit jouer le pouvoir législatif en tant que premier pouvoir, voire même le seul réel pouvoir, les autres n'étant finalement que des fonctions, missions, rôles ne pouvant s'exercer qu'à l'intérieur du cadre rigoureux et coercitif édicté par le pouvoir législatif dont le Parlement est en principe le seul dépositaire. Vouloir réduire le nombre des représentants chargés de fabriquer la loi semble s'apparenter à une volonté de réduire le pouvoir législatif du Parlement en affaiblissant sa représentativité quantitative, et ceci au bénéfice présumé de l'augmentation du pouvoir réglementaire de l'exécutif, défini dans le fameux article 37 déjà cité de la Constitution. Vouloir faire établir la loi par un nombre encore plus restreint d'élus aboutirait logiquement à une moins grande assise populaire de la loi et donc à l'accélération de son caractère élitaire. Mis à part les députés et les sénateurs, les autres élus sont des élus locaux, maires, conseillers généraux, régionaux, et contrairement aux premiers, ceux-ci sont très nombreux, environ 40 000. Et les exemples de redondance dans leurs attributions sont quasi quotidiens. De nombreux témoignages ont été donnés de demandes citoyennes ayant reçu au moins 3 réponses d'élus différents pour la même question posée. Ce fameux millefeuille territorial doit donc être sérieusement dégraissé par une remise à plat des compétences des différentes catégories d'élus locaux afin qu'ils cessent de se marcher mutuellement sur les pieds en permanence. Sur le plan financier, on peut estimer le coût des élus locaux à 1,5 milliard d'euros et de ce point de vue, une économie de la moitié de ce coût nous semblerait justifiée. Dans l'état actuel de sa définition constitutionnelle, le RIP, référendum d'initiative populaire, ne peut pas être déclenché par les citoyens eux-mêmes pour 2 raisons. Premièrement, le seuil de 10 signatures est beaucoup trop élevé. Le seuil de 10% de signatures à obtenir est beaucoup trop élevé. Et deuxièmement, il faut l'accord de 2/5 des parlementaires. Concernant le point 1, un seuil de 1 à 2% paraîtrait nettement plus raisonnable et correspondrait d'ailleurs à ceux pratiqués dans certains autres pays. Et concernant le point 2, les 2/5 de parlementaires, il est à noter que l'accord exigé des parlementaires relève d'une pure hypocrisie, puisque les parlementaires n'ont pas besoin de l'article 11 pour déclencher un référendum, dans la mesure où ils peuvent utiliser l'article 89 sans avoir recours à l'accord des citoyens. Du point de vue des citoyens, par contre, le recours à l'article 11 va s'envisager précisément dans le cas où les parlementaires refuseraient d'édicter eux-mêmes une loi souhaitée par les citoyens. Dans ces conditions, on ne voit vraiment pas pourquoi les parlementaires donneraient leur accord aux citoyens pour déclencher l'article 11, dans le but de faire adopter un projet de loi dont ils ne voudraient pas. Cet article 11 comporte donc une contradiction interne, certainement voulue par son rédacteur, et destinée à ce que les citoyens ne puissent pas le déclencher. Par ailleurs, le concept même d'initiative partagée est biaisé dans le sens où les citoyens et les parlementaires ne sont pas sur un même plan d'égalité dans l'exercice du pouvoir. Les citoyens n'ont pas le pouvoir de faire seuls la loi, alors que les parlementaires, eux, ont le pouvoir de faire seuls la loi. On pourrait parler réellement d'initiative partagée que dans le cas où les 2 protagonistes auraient le même pouvoir de faire la loi et qu'ils décideraient par ce biais de le partager. En réalité, le soi-disant partage évoqué par l'article 11 constitue un écran de fumée crypto-oligocratique dressé devant le peuple dans le but de lui donner l'illusion qu'il exerce un tout petit peu le pouvoir. En conclusion de cette analyse, nous préconisons que l'adjectif partagé soit remplacé par l'adjectif citoyenne, le RIP devenant RIC, référendum d'initiative citoyenne, et pouvant être déclenché à l'initiative des seuls citoyens à partir d'un seuil de signature à préciser, mais pouvant se situer entre 1 et 2%.
donc parler de tirage au sort, notion serpent de mer pointant sa tête à chaque fois que le pouvoir a besoin de faire preuve de bonne volonté démocratique aux yeux de l'opinion publique. Il conviendrait d'installer fermement et durablement l'idée selon laquelle des instances citoyennes doivent être créées dans le but d'être obligatoirement consultées pour certaines décisions, mais également être investies d'un pouvoir de questionnement, d'initiative et de révocation. Ces assemblées citoyennes devraient être localement disséminées sur tout le territoire et chargées d'effectuer un suivi de la décision publique. Elles pourraient effectivement être composées de citoyens tirés au sort, mais cette condition ne nous paraît pas exclusive, car nous pourrions également très bien imaginer que ces assemblées soient librement ouvertes à tous les citoyens qui le désirent. Cette deuxième option, présentant d'ailleurs l'avantage d'avoir un caractère démocratique plus fort que le tirage au sort, est de ne pas reproduire un système représentatif en tant que contre-pouvoir d'un autre système représentatif. La question de la rémunération éventuelle des citoyens fréquentant ces assemblées est également déterminante. Seul, à notre avis, le bénévolat intégral serait de nature à garantir objectivité et sincérité de la part des participants. De même qu'une participation libre et aléatoire de tout citoyen serait exempte de risque de corruption, au contraire de citoyens tirés au sort, qui seraient plus facilement identifiables et approchables par les groupes de pression et les divers lobbies catégoriels. Il faudrait mettre en place ces assemblées citoyennes locales telles que nous venons de les définir dans la question précédente. Les rôles de l'Assemblée nationale et du Sénat n'ont pas à être modifiés, mais plutôt à être respectés. La question pourrait se poser de l'utilité du Sénat comme chambre complémentaire de l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai. Mais si c'est la représentativité des citoyens qui doit primer dans l'élaboration de la loi, le Sénat pourrait alors être supprimé, car il est issu d'une élection indirecte favorisant les potentats des professionnels de la politique, en contrepartie d'une augmentation du nombre de députés de l'Assemblée nationale, car eux, ils sont issus d'une élection directe par les citoyens. Cette option renforcerait la tendance exprimée dans la réponse à la question 6, et le nombre de députés pourrait être ainsi porté à 925, le pays serait alors mieux représenté dans sa diversité, et de nombreux partis politiques moins fortunés pourraient émerger. Moins fortunés ou peu fortunés, ou pas fortunés du tout. C'est curieux que cette question 16 nous interroge sur le rôle de l'Assemblée nationale, alors que ce rôle est naturellement et historiquement reconnu comme étant prioritairement celui de faire la loi. Et il faudrait donc en déduire que dans l'esprit du pouvoir actuel, ce rôle ne paraît pas évident et qu'il imagine de lui confier un rôle qui le détournerait de son objectif initial. Bon, c'est pas étonnant. Dans la mesure où on constate que près de 90% des 140 000 règles coercitives françaises contenues dans les 74 codes juridiques, lois, décrets, arrêtés, règlements, directives, ordonnances, circulaires, etc., ne sont pas édictées par l'Assemblée nationale, mais par des mandataires du pouvoir, la plupart du temps même pas élus. De plus, seules 14 000 lois sont édictées par la haine, 1/10 à peine sont issus d'une initiative parlementaire, les 90 autres % sont issus d'initiatives émanant de l'exécutif. Dans ces conditions, l'Assemblée nationale n'est plus qu'une chambre d'enregistrement des projets de loi présentés par l'exécutif, ce qui, comme indiqué dans les réponses aux questions précédentes, est incompatible avec l'article 16, nous l'avons déjà dit, de la Déclaration des droits de l'homme, le pouvoir législatif devant être rigoureusement indépendant du pouvoir exécutif. Une réforme urgente serait donc à faire pour que l'exécutif cesse de fabriquer lui-même la loi, et ceci notamment par l'abrogation de l'article 37 déjà cité,
lui attribuant le pouvoir réglementaire de droit exorbitant. Conviendrait également de modifier l'article 39 qui attribue à l'exécutif l'initiative de la loi. La loi, dans ses trois phases d'élaboration, que sont l'initiative, le débat et la votation, doit redevenir l'exclusivité de l'Assemblée nationale comme cela avait été conçu dans l'esprit de 1789. Et dans ces conditions, une option intéressante serait de confier aux assemblées citoyennes locales dont on a parlé un rôle complémentaire à déterminer dans cette élaboration législative. Ce rôle pourrait également être celui d'un CESE, Conseil économique, social et environnemental, réaménagé en chambre d'initiative législative, composé de citoyens tirés au sort, pourquoi pas, et chargé de produire ou de sélectionner des projets de RIC ainsi que nous en avons parlé dans la réponse à la question 7. Dans le cadre d'une autre hypothèse, le CESE pourrait être purement et simplement supprimé sans que l'exercice de la démocratie en soit particulièrement affecté. L'application de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État ne semble pas correctement respectée aujourd'hui. Dans la mesure où l'État finance l'école privée, notamment de type confessionnel, le principe école publique, financement public, école privée, financement privé, semble pourtant la logique même. La question pourrait toutefois être posée de savoir si les familles qui souhaitent mettre leurs enfants dans des écoles privées doivent bénéficier d'un dégrèvement d'impôts correspondant au coût de la scolarité dans ces écoles, au motif invoqué que leur portion d'impôts destinée à financer l'école publique ne leur profite pas. Bon, ce raisonnement qui a été soulevé doit être rejeté, car le principe républicain du service public ne doit pas prendre en compte la quotité d'utilisation de ce service par tel ou tel citoyen, mais uniquement son caractère d'utilité générale. De fait, aucun citoyen ne peut revendiquer de dégrèvement d'impôts en raison de non-utilisation de tel ou tel service, quel que soit le domaine concerné, éducation, santé, retraite, chômage, etc. Le principe déjà évoqué, public-public, privé-privé, doit également s'appliquer pour ce qui concerne le financement des différentes congrégations religieuses et associations cultuelles, c'est-à-dire que l'État ne doit pas intervenir dans le financement de ces organisations. Or, cette disposition rigoureuse de la loi de 1905 est loin d'être absolue, car le législateur a aménagé au fil des ans des dérogations à l'interdiction stricte du financement public des lieux de culte. En France, l'État et surtout les collectivités locales contribuent de différentes manières à subventionner les religions. C'est manifestement un déni de laïcité qui perdure en flagrante contradiction avec l'article 1er de la Constitution stipulant que la République française est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Cette question est tout simplement incompréhensible, tant au plan de sa syntaxe, que signifie le respect d'une compréhension réciproque, que de son fonctionnement, que de son fondement. Quelles sont ces valeurs intangibles de la République? Où sont-elles définies? Les technocrates, énarques ou non, qui ont travaillé à la rédaction de cette question, ont manifestement fait un mauvais usage de l'argent public consacré à leur rémunération. L'intérêt des citoyens pour la chose publique ne se décrète pas, il se construit. Le désintérêt, par contre, témoigne d'un échec cuisant de la classe politique, professionnelle, à intégrer les citoyens à la décision publique. Il revient donc au personnel politique de se poser lui-même cette question, plutôt que de la poser aux citoyens, en laissant ainsi supposer que c'est les citoyens qui portent seuls la responsabilité première de la situation. En l'état,
c'est confondre la conséquence et la cause. Par comparaison imagée, nous pourrions dire que si un enfant est mal élevé, c'est la faute à ses parents et pas la faute de l'enfant. Cette question ainsi posée contient pourtant sa réponse dans le contenu même de sa formulation. À la question « Que faudrait-il faire aujourd'hui pour renforcer l'engagement du citoyen dans la société ?» La réponse est bien évidemment renforcer son engagement, c'est-à-dire lui donner le pouvoir réel. En effet, il est évident que si le citoyen constate qu'il n'a strictement aucun pouvoir, il va se désintéresser de la vie politique. Mais cette évidence ne semble pas avoir ouvert les yeux des représentants du pouvoir en place. De plus, le citoyen n'est pas dupe des stratagèmes destinés à lui faire croire qu'il participe réellement à la décision publique, qu'ils soient dénommés ces stratagèmes démocratie participative, démocratie collaborative, démocratie partagée ou autre appellation ronflante. Il constate qu'en réalité, c'est toujours une minorité mandatée qui décide en fin de compte. Le vote obligatoire est une mesure proposée par certains qui considèrent que l'abstentionniste est un mauvais citoyen refusant de remplir ce qu'ils définissent comme un devoir civique. De ce fait, la contrainte coercitive leur semble le seul moyen de répondre efficacement à la question posée. À la question « Que faudrait-il faire aujourd'hui pour renforcer l'engagement citoyen dans la société ?» Le fait, lorsqu'ils posent cette question, qu'ils assortissent généralement leurs propositions d'un « malheureusement », il faudrait malheureusement passer par là, montre qu'ils apparaissent relativement désarmés devant le problème de l'abstention et qu'ils ne voient que le moyen de la contrainte comme solution à ce problème. Il n'en reste pas moins vrai que cette position occulte le fait qu'obliger un citoyen à aller voter n'entraîne pas forcément le renforcement de son engagement de fond dans la vie publique et risque même au contraire de l'en dégoûter encore un peu plus. Par ailleurs, cette disposition constituerait une restriction directe de la liberté individuelle fondamentale et ne pourrait être instaurée que par une modification de la Constitution, notamment de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. En outre, le respect de ces mêmes libertés fondamentales nous conduirait automatiquement à assortir cette obligation de vote de la reconnaissance du vote blanc, afin que tous les citoyens qui ne se reconnaîtraient pas dans les personnes ou les choix proposés puissent le signifier de façon claire. De plus, ce raisonnement induit que si le vote blanc atteignait un certain pourcentage de votants, la votation engagée serait alors invalidée, quel que puisse être son résultat, comptabilisé au pourcentage des suffrages nominalement exprimés. Dans tous les cas, le pourcentage de vote blanc invalidant resterait à préciser tout en sachant que le pourcentage de 50% paraît le plus démocratiquement acceptable. Il n'en reste pas moins vrai que son incorporation dans les différents types de scrutin n'est pas vraiment simple à réaliser. Et la question resterait également posée du devenir d'une élection nominale de type présidentielle ou législative, dans le cas où le vote blanc serait majoritaire. Cette question de la prise en compte du vote blanc est un autre serpent de mer ressorti de temps à autre par les crypto-oligocrates pour se donner un peu de lest. Mais ces derniers peuvent être facilement débusqués par le fait qu'ils ne se prononcent jamais sur le chiffrage précis du pourcentage invalidant, laissant ainsi planer toujours l'ombre portée angélique du vote blanc, planer sur le débat. Enfin,
l'obligation de vote ne résout aucunement le problème du mode d'expression de ceux qui rejettent en bloc le système représentatif et sont partisans d'un système différent, par exemple de type démocratie directe. En dernière analyse, cette question présuppose que le mode représentatif électif constitue un axiome indiscutable de l'organisation collective et que tout renforcement de l'engagement citoyen dans la vie publique passerait automatiquement par une plus grande participation aux élections proposées par le pouvoir oligocratique en place. Or, les derniers événements sociaux, qui sont d'ailleurs à l'origine de l'instauration de ce débat, montrent que de nombreux citoyens ne considèrent plus l'élection de représentants comme le mode ultime d'exercice de la souveraineté du peuple, tel qu'il est affirmé dans le titre premier de la Constitution actuelle, mais que d'autres formes d'engagement, que celles uniquement proposées par le pouvoir en place, doivent et peuvent être étudiées. Les incivilités observées dans la vie quotidienne, elles sont nombreuses et variées. Elles émanent d'ailleurs souvent de jeunes gens, voire d'enfants. Mais la faute, bien évidemment, ne leur incombe pas directement, car ils sont que le produit d'une éducation façonnée par des parents, d'une part, et par l'État, via l'école, d'autre part. Or, nous assistons depuis plusieurs décennies à une démission progressive de l'obligation parentale d'éducation, due sans doute aux contraintes grandissantes de la vie professionnelle et à une progression inversement proportionnelle du laxisme de la discipline scolaire, due à l'indigence morale du système politique qui est censé la réglementer. Une autre façon d'aborder le problème serait de considérer que la première des incivilités, c'est celle perpétrée par l'État lui-même, qui laisse se développer les inégalités entre les différentes catégories de citoyens, au point que celles-ci ont aujourd'hui atteint un niveau record depuis le début de la société moderne. L'écart des revenus, voire des privilèges, entre les plus forts et les plus faibles, est aujourd'hui bien supérieur à ce qu'il était auparavant, même avant la Révolution de 1789. Personne ne voit vraiment aujourd'hui de solution à cet état de choses. C'est un vrai problème de société qui, dans un premier temps, pourrait être amoindri que par une volonté politique de rigueur répressive, à l'instar, par exemple, de la théorie de la vitre brisée et de la tolérance zéro qui avait été mise en application par l'ex-maire de New York, Rudy Giuliani, dans les années 1990, et qui avait permis de pacifier la ville. Mais là encore, c'est toujours le traitement du symptôme et pas le traitement de la cause première. Le fait de poser cette question montre, s'il en était encore besoin, que le gouvernement fuit ses responsabilités et cherche à impliquer le citoyen de base dans la lutte contre les incivilités, dans la lutte contre l'insécurité. Mais cette fonction, elle relève par nature de l'État lui-même, par l'intermédiaire de ses missions régaliennes, telles que la sécurité intérieure, la sécurité civile, et l'État... Un État qui manque à cette obligation faillit à sa mission principale. Ceci dit, l'État ne doit pas avoir qu'un rôle répressif. Et si, selon la formule consacrée « gouverner, c'est prévoir », il conviendrait que cet État tout-puissant actuel, que cet État soit en capacité de faire en sorte que les premières causes des comportements incivils n'existent pas. Ce qui serait, par définition, la meilleure façon d'obtenir le résultat recherché.
c'est-à-dire que les incivilités ne surviennent pas. Cette politique d'éradication des causes premières relève exclusivement de l'État et nous ne saurions trop pointer cette question comme étant singulièrement révélatrice d'une forfaiture cherchant à faire endosser la responsabilité de l'existence des incivilités à chaque citoyen lui-même. La discrimination la plus visible et la plus révoltante, c'est celle par l'argent. Cette discrimination, elle se manifeste dès le plus jeune âge à l'école, lorsque l'enfant à qui les parents n'ont pas pu acheter les dernières chaussures à la mode se voit brocardé et humilié par des enfants plus riches. Cette discrimination par le fric, qui va perdurer et s'amplifier tout au long de la vie adulte du citoyen ordinaire, pour peu qu'il n'arrive pas à accéder à un revenu adéquat, pourrait déjà être tué dans l'œuf dès la petite école par l'instauration de l'uniforme scolaire qui gomme les signes ostentatoires de richesse. Pour le reste, et afin d'avoir une chance de pouvoir construire une société plus solidaire, il faudrait nécessairement et prioritairement rejeter un système politique, ce système politique qui représente les intérêts de la classe marchande et pas ceux des citoyens. Et cette transformation devrait commencer par le système législatif. En effet, les règles législatives qui nous gouvernent actuellement et qui construisent une société inégalitaire sont élaborées par un groupe très restreint de personnes, pour la plupart même pas élus, et qui ne font que répondre aux injonctions des lobbies de la sphère marchande. Si ces lois étaient fabriquées par les citoyens eux-mêmes, nul doute que les inégalités, les discriminations dont nous venons de parler diminueraient, et peut-être même qu'elles ne pourraient même pas émerger. La question de la contrepartie aux allocations est encore un autre serpent de mer de plus qui recouvre plusieurs problématiques. La première problématique procède d'une confusion assez répandue à propos des termes contrepartie et solidarité. Prenons le terme contrepartie. De quelle contrepartie parle-t-on exactement? Le RSA, par exemple, exige, pour être obtenu, certaines contreparties de démarches, et les allocations familiales peuvent, elles, être considérées comme une contrepartie à l'obligation parentale d'éducation. Prenons maintenant le terme solidarité. L'article 2 de la Constitution stipule que la devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Ce qui signifie, si nous remplaçons le terme fraternité par son synonyme solidarité, que la solidarité est une donnée constitutionnelle, ce qui constitue une forme de réponse par la négative à la question posée. Une deuxième problématique concerne la stigmatisation de ceux qui semblent apparemment devoir bénéficier indûment de cette solidarité, c'est-à-dire ceux que nous appelons communément les populations en difficulté. Or, plutôt que de réfléchir sur la question de savoir s'il faut demander une contrepartie, sous-entendu en travail, à ces populations, il conviendrait plutôt de se demander pourquoi elles se trouvent en difficulté dans un pays présenté pourtant comme la 6e puissance mondiale et disposant d'un PIB d'un niveau encore jamais atteint par le passé, récent ou ancien. Cette approche de la question nous amène tout naturellement à préconiser que le pouvoir en place prenne des dispositions pour qu'il n'existe plus de personnes en incapacité d'obtenir un revenu d'existence suffisant pour ne pas avoir besoin d'allocations de solidarité.
Cette mission, qui devrait être la mission première d'un État réellement serviteur du peuple, ne semble pas préoccuper l'esprit de ses plus éminents agents qui ont rédigé ce questionnaire, et nous sommes même en droit de nous demander si le système des allocations de solidarité n'est pas pour eux, ne serait pas pour eux, un véritable outil de gestion des masses populaires destiné à acheter une paix sociale indispensable à la conduite paisible des activités de la société marchande.